America. A big hand now for the very well-known the Golden Eagle. Welcome to the pain zone. It's where we live. Yeah, come on. Hey, the machine's gonna break. Go. Come on. Break. Gonna break fucking steel, man. That feeling. How the fuck you do it? I've never experienced anything like it. I'll fight to the death. Tell me. Lose is nothing. You must not lose. I would rather die than be that loser guy. Nobody fucking knows the secret. Facts. Certains des hommes qui ont eu le plus grand impact sur le culturisme n'ont jamais remporté un titre de Mister Olympia, mais très peu d'entre eux ont eu l'influence profonde de Tom Platz. Avant l'Aigle doré, il n'y avait jamais eu de pénurie de bras, d'épaules, de dos ou de poitrines imposants, mais une masse extrême au niveau des jambes n'existait tout simplement pas jusqu'à l'arrivée de Tom Platz, qui est passé de l'enfant aux jambes maigres à l'homme affichant le meilleur développement des jambes dans tout le culturisme, gagnant le surnom de Quadzilla. Et en matière d'intensité à l'entraînement, personne ne travaillait plus dur que lui. Il poussait les séries jusqu'à l'échec, et au-delà, bien au-delà, dans les profondeurs les plus extrêmes de la zone de douleur, jusqu'à ne plus pouvoir à peine bouger la charge. Dans les années 80, lorsqu'il était à son apogée, Tom était le culturiste le plus populaire au monde, salué comme le Mister Olympia sans couronne et le champion du peuple. Après une 3e place très controversée au concours de 1981, alors qu'il semblait être à un pas de décrocher le titre l'année suivante, l'inattendu se produisit. Voici l'histoire de comment Tom Platz a failli dominer le monde du culturisme. Je m'entraînais dans la cave, lisant le livre de Weider. Mon père m'y accompagnait après le dîner. On lisait le manuel d'entraînement ensemble. My grandmother and grandfather came from Austria, probably, during the Hitler times, 1930-something. And I grew up in a very rural, working-class neighborhood in Detroit, in Pittsburgh, and Detroit. I was 9 years old in grade school in this school, St. Anthony's. It was a Catholic grade school. And I went down to the local drugstore by chance, and I'm like, on the magazine rack was the picture of Dave Draper on the front cover. And I'm like, I couldn't breathe. I took my breath away. That's it. I was convinced from then on, this is going to be my life. Reading about, since I was 10 years old, I was reading about Frank Zane, about Arnold, about Casey Viator. I used to read about him squatting 505, 15 reps. I'm like, wow, that's what I want to do. That's what I can do. I know I can, And I was brought up when I was 10 years old. You know this show, Star Trek? To boldly go where no man has gone before. To boldly go where no one has gone before. I was raised with Star Trek and Arnold and Draper. Okay, that was my attitude going into life. Remember, don't make waves. Remember Dave Draper, don't make waves? I had this impression of being a little kid and watching TV. You put on 2 inches since I've seen you last, right on those old biceps. Look at that, huh? Yeah, I remember seeing that picture of Dave Draper with a crusher in his arms. This is the magazines. Pointed to my picture and I showed my dad when I was a little kid and said, Dad, that's what I want to do in life. What a great job. I want that job. I showed my dad, when I grow up, this is what I want to do. He's like, give me the magazine, put it with it. Come on, kid, come on, son. And I wrote a letter, as a 9-year-old, I wrote a letter to Joe Weider. One of Joe Weider's writers, his staff wrote back to me and said, Tom, we think you have potential. And he said, hey, Tom, one of the things I noticed about your physique, your upper body's quite good, but your legs need work. And I was in the basement working out, reading the Weider book. My dad would take me downstairs in the evening after dinner. We'd read the Weider training manual. He would say, okay, bench press. You put the bar in your hands, and I couldn't figure out why my elbows were hitting the floor. I didn't understand it was a bench press. So my dad taught me how to lift weights when I was a little boy. In the old days, you were really, really weird if you lifted weights. To be a bodybuilder in Michigan, there was 3 of us, and you were either gay or weird or both. And my parents were at first sort of like, what is it now? Because I was into building big cars in my garage. I wanted to have the strongest street car. And I was into music, playing guitar. But I was never Eric Clapton. I could never play that good. Cars were so expensive. The cheapest thing to do was bodybuilding back then. And I could get into the gym, I could sneak into the gym and train. And the lifters liked my attitude, and they taught me how to squat. By that time, Tom had never done any leg work growing up. He also avoided squats because he was born with a lower back deformity and made squatting feel uncomfortable.
Most of the time, he'd keep his leg workouts very short and with as little effort as possible. He was known around the local area and in high school as having very skinny legs in comparison to the rest of his body. I always had skinny legs. People, and I'm known for the leg trip, but I always had skinny legs. But his legs were truly made and sculpted in Armento's gym. There, the young weightlifter learned under the tutelage of hardcore trainers. Norbert Szymanski, gold medalist in the Olympic Games, was taught me when I was 12. When I went into the gym, they're like, "What are you doing in here? You shouldn't even be in here. Get out of here, kid. Tell you what, we'll work with you if you get a pair of lifting shoes. Go ahead. Where are you gonna buy a pair of lifting shoes in 1970, you know? Can't go online yet." Okay, so I went to a sporting goods store and the guy came out. He happened to have a squat shoe in my size. And my mother gave me $100 and they cost almost $100. My mother still remembers this. She almost killed me that day. I went back to the gym and said, "Okay, I'm ready. Teach me. I want to learn." Imagine I'm a 12-year-old kid here, and these weightlifters, 230, 250, 300 plus, and they taught me that the squat rack is like the altar. I mean, this is where life and death take place. They gave me the right attitude towards the training. The weightlifters would say, "Yeah, that's good." And I'd see them nod, and I wanted to please them. And I was 12 years old, and by the time I was 15, I was doing 5 plates and having fun. And I can remember going up to where I was getting ready to go to college. And my dad was a retired colonel in the Army. My father's like, "You're going to college, you're getting your degrees, at least a master's degree, and that's it. Then you can go to California. You got it, son?" I'm like, "Sir, thank you, sir." And I remember I had the opportunity to go to Princeton. I looked at my dad and said, "Dad, that's not within my plan for my life." It's okay, whatever you decide. When I was in college, it was nothing but training. Je construisais de grosses voitures dans le garage. J'adorais la musique, la guitare. Mais c'était trop cher. Le culturisme, c'était moins coûteux. Je pouvais me faufiler dans une salle et m'entraîner. Tom n'avait jamais fait de travail de jambes en grandissant. Il évitait les squats à cause d'une déformation congénitale au bas du dos. Il gardait ses séances de jambes courtes et peu intenses. Through those early college years, I would win, I won a powerlifting contest, many powerlifting contests, and I get a pat on the back and go home, put my trophy on the mantle. I'm like, that's it? That's it? Il a même animé un programme où il interviewait de grandes figures du culturisme sur l'usage de stéroïdes. Des gars comme Ronnie Coleman, Aaron Baker, Chris Cormier et Paul de Mayo. I trained till I was just about 20 years old before I took my first steroid. Back then, they were even more controversial than they are now because not everybody took steroids. I competed about 2 Mr. Michigans at that point without drugs. I was just about to enter my first Mr. America contest. And I decided that it was time to do it. Choisi de cacher leur identité, mais pour l'amateur de culturisme moyen, ils étaient facilement identifiables, à l'exception de Lee Priest, qui a choisi de montrer son visage à l'âge de 20 ans. Well, I would say the reason I started taking steroids is I got tired of placing second. I played second all the time, and the first place winner always had this saran wrap finish, a drug look. I decided that this is very important to me, and I felt that I would undertake certain risks and pursue steroid therapy, and I did for about a decade. What I would take is what the girls took years ago. Every Olympia that I competed in, I think I spent almost $300. Tom a concouru au AA Mr. America 1976, tenu à Philadelphie, et pesait 200 livres pour 5 pieds 7 pouces, où il a terminé 3e dans la catégorie des petites tailles et n'a pas pu remporter le prix des meilleures jambes du concours. Le AEE Mr. America 1977 a présenté une grande sélection de culturistes concourant pour le titre le plus prestigieux du culturisme amateur. Tom a fini 2e et a remporté les meilleures jambes du concours. Le Mr. America 1987 a été une surprise totale dès le début des préjugements. Le prodige de 21 ans, Ron Tuffel, a été poussé à ses limites par le radicalement amélioré Tom Platz dans la catégorie des petites tailles. Ces 2 dernières années, Tom avait goûté à l'amère défaite face au jeune Ron, mais cette année, l'histoire était différente. Connu pour son développement supérieur des jambes, Tom avait miraculeusement ajouté des kilos de muscles à son haut du corps pour défier Ron, qu'il a finalement battu par une décision serrée de 4-3 des juges. Une fois de plus, Tom semblait hors course cette année, ou du moins c'est ce que l'on croyait. Le culturiste qui a fait sensation dans la compétition cette année-là était Tony Pearson. Tony avait une belle structure avec des épaules larges, était sec jusqu'aux os, mais avait du mal à ajouter de la masse musculaire à sa silhouette fine. Arnold lui-même l'a pris sous son aile après l'avoir vu faire des squats, série après série, avec des charges lourdes,
dans la fosse d'entraînement de Venice Beach. Dans la classe de taille moyenne, Tony a battu un groupe difficile composé de certains des 20 meilleurs culturistes amateurs du pays. Dans la catégorie grande taille, un Manuel Perry imposant mais nettement adouci a répété sa victoire de 1977 contre une composition assez compétitive. Quand Ron, Tony et Manuel se sont alignés pour la décision générale, Ron était convaincu que le titre de Mister America lui reviendrait. Tony était plus sec que tous les autres vainqueurs de catégorie, mais manquait de développement des mollets et n'était pas aussi densément musclé que l'énorme Ron. Finalement, et à la surprise générale, le nouveau vainqueur du Mister America fut Tony Pearson. Mais la compétition n'était pas encore terminée. Bien que Tony ait gagné le titre général, l'équipe pour le IFBB Mister Universe n'avait pas encore été décidée, car le Mister Universe serait jugé par catégorie de poids au lieu des classes de taille du concours Mister America. On craignait que le même groupe de juges décide de l'équipe pour le Mister Universe. Ron Tuffel a fait ses valises et a quitté l'auditorium lorsque la classe moyenne pour l'équipe du Mister Universe est montée sur scène. Tony espérait une revanche avec Ron, mais fut surpris de voir à sa place l'énorme Tom Platz. Désormais, avec un panel de juges différents, ceux-ci ont apprécié la nouvelle masse musculaire que Tom avait ajoutée à son haut du corps, combinée à ses jambes incroyables, et l'ont choisi pour représenter l'équipe américaine au IFBB Mister Universe. Ainsi, Tom a remporté le pose down, battant Tony Pearson seulement 10 minutes après que ce dernier ait gagné le Mister America. This is Hollywood. This is what I'm looking for. I'm going to California and I'm going to train with Arnold, and that's my goal in my life, and I can do this. I know that. I have to do this. There's no question. Hi, I'm Tom Platz. Welcome to Hollywood, California. No, I moved out to California. I moved out in 1978 with $50 and I'm playing 50, and that's all I had to my name. I live with 25 people across the street from the gym, and I dreamed, and I every day, and I still do, about winning Mr. Olympia. We all went to Gold's Gym like anointed zombies. Anointed zombies. We didn't care about the money. All we wanted to do was train together in the same gym. The fitness industry back in 1977 was 15 people. 10 guys, 5 girls. That was the fitness industry. Dans les années 70, même à la mecque du culturisme, Tom découvre que le rack à squats était caché au fond de la salle, couvert de poussière. Il a été confronté aux mêmes critiques qu'il avait entendues adolescent. Ça épaissit ta taille, ça élargit tes fessiers, ça change ton physique. Il n'y a pas prêté attention et s'est mis au travail. On peut dire qu'il est en partie responsable de la réintroduction de l'entraînement des jambes avec rack à squat à la fin des années 70. I'm depressed. I'm in heaven and I can't put it together. I took 3 weeks off. And I'm new to Gold's Gym. Joe Gold's bugging me to pay membership, and I don't have any money, okay? Joe goes, you gotta pay for membership pretty soon, Tom. I'm like, I don't have any money yet, Joe. Can you wait till after the Mr. Universe? He goes, okay. I went back to the gym after 3 weeks off, and all of a sudden, I'm bigger, and I'm stronger. I'm picking up big dumbbells, 180-pound dumbbells, back on my 90 kilogram dumbbells. I'm like, I realized I can't train 6 days a week, twice a day. I can train 3 and 4 days a week. That's the... Après avoir entraîné avec Arnold avec des résultats décroissants, Tom commence à expérimenter différents styles jusqu'à trouver le sien. Volume élevé, basse intensité élevée. Il faisait souvent de longues séries de répétitions avec des charges lourdes, aussi bien pour le haut que pour le bas du corps. Il disait souvent qu'il s'entraînait à l'instinct, ce qui explique pourquoi ses fourchettes de répétition allaient de 5 à 50, voire 50 plus sur un même exercice. Après avoir fait forte impression à Gold's Gym, Tom quitte l'AAU et amène son physique massif et sec sur la scène IFBB. Il vole la vedette au championnat du monde amateur 1978 et couronne une année de frustration en gagnant la catégorie poids moyen au Mister Universe, obtenant ainsi sa carte professionnelle. Malgré ce triomphe, il ne voyait pas d'avenir dans le sport et doutait que le culturisme puisse être un gagne-pain. Zane lui apprend à gérer ses propres séminaires. Bientôt, les appels arrivent. Il organise des séminaires et démonstrations dans tout le pays et même à l'étranger, lançant aussi un manuel d'entraînement pour les jambes. En 1979, il devient éligible pour le Mister Olympia. Il se demande s'il mérite d'être là, aux côtés de ses héros. Dès ses débuts, en 1979, le monde du culturisme est ébloui par sa partie inférieure du corps. Dans une compétition relevée de 15 concurrents, il termine 8e chez les moins de 200 livres. Joe Gold, the owner of Gold's Gym, said, you know, you have to pay for a membership pretty soon, Tom. I'm like, oh, Joe, look,
I don't have any money. I didn't. I was a broke bodybuilder, like most guys. He goes, after the Mr. Universe, we'll talk. I won the Universe, and I came back after the Acapulco Mr. Universe. But Joe Gold said, Tom, come here. I'm like, oh no, he wants some money. I'm like, oh God, what am I gonna do? And he goes, welcome to the club. He called Arnold up, he called Frank Zane. He says, Tom's one of us. He never pays for nothing, ever. And I walked in that gym, any kind of clothes I wanted, anything I wanted was mine. I was considering going and getting a job teaching after the Mr. Universe contest in 1978. I was at work, I was broke. I was handing out beach towels on the beach. And Zane took me aside. Zane said, Tom, wait, I'm teaching right now at Santa Monica High School. He goes, the opportunities to come to you. It's gonna come. Wait 2 months before the magazine comes out. Phone's gonna start ringing. Promoters around the country are gonna start calling you. I guarantee it. You have the leg thing going on. That's the thing that you should market your legs. I'm like, Frank, you think so? I didn't know. He goes, yeah, you have something we don't all have, okay? He said to me, here's what you do. Here's how much you should charge for the seminar and the exhibition. Here's what you should tell them as far as getting half in advance. He taught me how to book my own show. So sure enough, I was starving, figuring out how to eat tuna for the next 2 months, you know? And all of a sudden, the phone started ringing. Promoters around the country started calling me, and I'm like... Il est déterminé à revenir plus fort. Mais lui et tout le monde du culturisme vont être confrontés à la plus grande controverse de l'histoire du sport, le concours, Mister Olympia 1980, tenu à Sydney, Australie, est le plus controversé de l'histoire, ou le second après 1981. La controverse porte sur la participation surprise d'Arnold Schwarzenegger, qui avait annoncé sa retraite en 1975 après 6 titres consécutifs. 1980 fut une autre année décevante pour Tom, car il observait désespérément depuis la barrière comment les 6 meilleurs athlètes étaient appelés pour le POS et que son nom n'était pas mentionné. Tu as vu ce film The Comeback, n'est-ce pas? Ils se sont concentrés uniquement sur Arnold et Tom Platz dans ce film. Pour une raison quelconque, je suppose qu'ils pensèrent que Platz serait comme le plus grand concurrent d'Arnold, ou peut-être que les autres concurrents ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Je veux dire, il s'avère que Platz n'était même pas près d'être le 9e. Il a fini 9e dans la compétition qu'Arnold a terminée en gagnant par une décision qui a causé un scandale dans la communauté du culturisme. C'est l'un des meilleurs culturistes de tous les temps qui entre dans l'Olympia. I'm going over to the 80 Olympia in Australia. I'm on the plane, a long plane ride from LA. Somebody gave me a book to read, Jonathan Livingston Seagull. And I thought, maybe something to do with the seagull, the golden seagull. And that doesn't work. And then I came back home and I was redoing my marketing, my mail order pages. And my dad said, how about the golden eagle? I said, I think that's it. C'est difficile pour lui de ne pas gagner, bien sûr. Tous les juges étaient ses amis qui ont vu la vidéo. La vidéo ne se voit pas. Il semble que tu pourrais gagner le spectacle. Honnêtement, je crois qu'à cette nuit-là, je sentais le contraire. Après avoir vu la vidéo, j'ai dit « Bon, peu importe ». 1 mois après le fiasco de Sydney, Tom était si près de gagner la compétition professionnelle du Mr. Universe, mais il a dû se contenter d'une décevante 2e place derrière J.P.H. Wilkos, également considéré comme un très bon ami et partenaire d'entraînement d'Arnold, qui avait promu le concours. À ce moment-là, Tom était plus déterminé que jamais à amener son meilleur physique sur la grande scène. Mais lui et le reste des concurrents ont reçu une très mauvaise surprise l'année suivante, après le Mister Olympia de 1980. Plus connu sous le nom de l'affaire de Sydney, les rumeurs selon lesquelles le concours avait été arrangé s'étaient répandues dans toutes les revues de culturisme. Something and he's awful good shape for a movie. Leading up to the contest, Arnold was going around saying he was just going to be the television commentator. Yeah. In fact, I saw Arnold at World Gym training with Joseph Wilkos maybe a month before that Olympia. So I went up to Arnold. I said, I looked at him. He's wearing the tank top and stuff, and he had a tan already. And I said to Arnold, Arnold, are you training for something? You look like almost in contest shape here. He was just a little bit smaller than he used to be, but he looked pretty good. En conséquence, de nombreux culturistes de renom ont proposé un boycott, y compris Boorko et Frank Zane, qui ont décidé de ne pas participer au Mister Olympia de 1981.
Arnold walks in, and that shocked most people because people didn't expect Arnold to be competing because he didn't announce it at all. He didn't sign for the contest earlier. He just came into the meeting. Yeah. So everybody's like freaking out about that. But since 1975 or 74, the Mr. Olympia was held with the under 200 and the over 200 pound class. That's right. That's right. And then Boyer Coe and a few other guys told Ben Weider, we should just have one class. 15 out of 16 guys agreed except for Arnold. Arnold was the only one who wanted two classes. So Boyer stood up and he said, you're the only one here that wants to have two classes. Why don't you tell us what's the reason? Why do you want to have two classes? And he said, Boyer, why don't you act like a man? So Mike Mentzer got pissed off and he stood up for Boyer. So then he goes, shut up, Mentzer. He goes, everybody knows you lost the Olympia last year because you let your stomach hang out. So that was it. He got pissed off and he ran toward Arnold and he pointed his finger at him. There was going to be a fight. And then I guess Bill Pearl and Ben Weider broke it up. There was always tension between Mike and Arnold. There was tension between those two, always. Because Mike would say, you don't need to train 6 days a week, twice a day like Arnold does. You only need to train 2 or 3 times a week. Arnold doesn't like to lose. Arnold doesn't like being criticized. I remember that, it was my second Olympia, and I'm backstage, and I'm like, I'm in my second Olympia, and these two guys are going to fight each other. I'm like, oh my God, I can't handle this. I'm like, get away from me. And I was like, dismissing. I'm like, I'm going to go over here and warm up. Okay? Ainsi que Mike Mentzer, qui ont tous abandonné le culturisme en signe de protestation et ont encouragé tous les autres culturistes célèbres à suivre leur exemple. La rumeur dominante était que Franco Columbu allait participer au Mister Olympia de 1981 avec son meilleur ami Arnold, promouvant à nouveau le plus grand concours du culturisme. Franco avait concouru pour la première fois au Mister Olympia en 1972, terminant 5e derrière Arnold, Sergio Oliva, Serge Ubran et Frank Zane, mais Franco ne s'était jamais contenté d'être sur scène. Il avait besoin de se distinguer. Cette ambition l'avait aidé à monter à la 2e place de l'Olympia en 1973 et à gagner la nouvelle division des moins de 200 livres en 74 et 75, mais comme beaucoup des grands de l'époque, il n'avait tout simplement pas pu surpasser Arnold, qui était une présence inamovible en haut du podium au début des années 70. Mais ensuite, Arnold s'éloigna du culturisme en 1976, laissant la couronne de Mister Olympia ouverte, bien qu'il y ait encore une forte compétition comme Frank Zane, Ed Corsi, Ken Waller et Mike Katz. Cette année-là, aucun d'eux n'a pu égaler la musculature dense de Franco et son conditionnement discipliné. L'homme fort de Sardaigne a finalement remporté sa victoire tant attendue et s'est établi comme une force dans le sport. Mais ce qui aurait pu être le début d'un long règne en tant que Mister Olympia s'est terminé l'année suivante lorsque Columbu a participé à la première compétition de l'homme le plus fort du monde. Lui et El Farno représentaient les culturistes et affrontaient des haltérophiles et une foule d'autres athlètes lors d'une course de charge où les participants devaient se fixer un réfrigérateur sur le dos. La jambe de Franco s'est pliée et il a fini par déchirer ou distendre tous les tendons et ligaments de son genou gauche. Il s'est consacré rigoureusement à son propre programme de thérapie en salle de sport. Franco avait reconstruit son physique en s'entraînant avec Arnold avant le retour de 1980, satisfait de l'apparence de son corps. Franco décida de suivre l'exemple de son ami et de faire son propre retour sur scène en 1981. Il s'entraîna comme un homme possédé pour ce retour, évitant délibérément les exercices de la poitrine et du dos pour se concentrer sur les bras, les mollets et les cuisses. Son entraînement du dos fut remplacé par des heures d'abdominaux et de travail des avant-bras, ainsi que par la reconstruction minutieuse de sa cuisse gauche blessée. La question était, est-ce que 1981 allait être une répétition de 1980 ? À son arrivée au Mister Olympia 1981, Tom avait 26 ans. C'était un professionnel médiocre, connu autant pour son manque de masse dans le haut du corps que pour ses jambes exceptionnelles. Mais cet été-là, il avait porté ses entraînements à un nouveau niveau de torture et avait réalisé l'une des transformations les plus spectaculaires en un an de toute l'histoire du culturisme. Il atteignit 225 livres, soit 30 de plus que l'année précédente. Non seulement le haut de son corps atteignait désormais les standards élevés de ses jambes, mais celle-ci semblait aller là où personne n'était jamais allé. 1981 fut une question de vie ou de mort pour Tom. Après sa défaite contre Wilkos, Tom décida de transformer complètement son physique et de surprendre le monde lors de la compétition de cette année-là. On le vit faire des squats répétitifs avec 600 livres à la salle Gold's Gym,
Tom se conditionnait mentalement par auto-hypnose. Même avec les boycotts, la liste restait impressionnante. Il y avait Tom Platz dans la meilleure forme de sa vie. Ensuite, il y avait le perpétuellement sous-estimé Danny Padilla, plus sec que jamais. Parmi les favoris, on retrouvait des challengers potentiels comme Chris Dickerson, Roy Callender et Jesse Wilkos. Le retour de Franco Columbu au Mister Olympia, 1981, après une longue absence et malgré une blessure menaçant sa carrière, était une entreprise énorme. Mais fidèle à lui-même, Franco affichait un haut du corps massif qui rappelait son physique gagnant de 1976. Cependant, le bas de son corps n'était pas du tout à la hauteur des standards d'élite du culturisme. Ses jambes étaient très disproportionnées, ses mollets restaient impressionnants, mais ses quadriceps ne suivaient pas la cadence du haut de son corps. Les cuisses avaient repris du volume par rapport à leur état atrophié, mais la séparation et la définition, toujours un point faible pour lui, étaient absentes. Ce problème était aggravé par un cas très visible de gynécomastie sur un de ses tétons, ce qui amplifiait les faiblesses de Franco. Face à lui, une concurrence affamée ne voulait pas laisser passer sa chance après avoir manqué de peu la victoire un an plus tôt. Chris Dickerson ignora le boycott et arriva en excellentes conditions. Malgré un manque de masse et d'épaisseur comparé à ce qu'il avait montré en Australie un an plus tôt, ses jambes figuraient toujours parmi les meilleures de la scène, avec des quadriceps bien développés et des mollets saillants. Son physique incarnait l'équilibre et la symétrie, et les juges adorèrent généralement le paquet que Chris présentait. Roy Callender était dans la forme de sa vie, et il le savait. Toujours l'un des culturistes les plus massifs du monde, Roy était plus sec que jamais, prêt à faire une énorme surprise. Même si tous les compétiteurs étaient supposés rester détendus, Big Roy ne put résister à l'envie d'avancer une de ses énormes cuisses pour montrer fièrement l'incroyable séparation de ses quadriceps. L'une des plus grandes surprises du concours fut Danny Padilla, déchiqueté et sec. Danny était presque méconnaissable. Son corps génétiquement parfait semblait totalement exempt de graisse. Il avait suivi un régime pour ce show comme jamais auparavant. Difficile de croire que c'était le même Danny qui avait autrefois dévoré 2 douzaines de donuts la veille d'un concours et avait mâché du chewing-gum sur scène alors qu'il remportait facilement le Mister America de 1977. Cette année-là, cependant, son visage était si émacié que la peau se tendait fermement sur ses pommettes sans graisse. Le public devait le regarder de près pour s'assurer que c'était bien le Giant Killer, en chair et en os. Cependant, ce ne fut nul autre que Tom Platz qui, lorsqu'il monta sur scène, coupa littéralement le souffle du public. Jamais, depuis l'apparition du mythique Sergio Oliva, les spectateurs n'avaient été témoins d'une telle merveille de masse et de densité musculaire. Ses jambes semblaient encore plus massives, avec les têtes individuelles des quadriceps ressortant comme d'épaisses masses de chair. Cependant, c'est le haut de son corps qui laissa le public en état de choc. Tom semblait avoir gagné au moins 15 livres de muscles au-dessus de la taille depuis sa décevante 9e place un an auparavant. Ses pectoraux étaient énormes et pleins, et ses dorsaux larges et épais figuraient parmi les meilleurs sur scène. Les abdominaux de Tom, aussi denses que des briques, accentuaient sa condition physique exceptionnelle, pour le plus grand plaisir d'une foule en délire qui remplissait la salle. Ce ne serait pas une exagération de dire que son physique massif éclipsa complètement tous les autres concurrents dès son arrivée. À la fin du préjugement, la majorité du public avait Platz sur leur programme et Padilla en tête de liste. Dickerson, malgré tout son équilibre et sa symétrie, semblait dépassé par la taille et la puissance impressionnante de ces nouveaux monstres de masse. Franco, malgré toute sa confiance et son courage, ne pouvait pas être réaliste, 5e avec 0 séparation dans les jambes. Après tout, comment quelqu'un pouvait-il remporter le titre de Mister Olympia s'il lui manquait un groupe musculaire essentiel ? Il passait aux poses obligatoires, on demanda la pose abdominaux-cuisses. Alors Franco, avec ses gros abdos, s'assit et contracta ses abdominaux, tournant sa jambe dans un sens puis dans l'autre. Mais il n'arrivait pas à faire ressortir une seule ligne sur ses jambes. Et Platz, lui, souriait, et la foule adorait ça. Il riait, et Platz contracta ses abdos, puis il projeta sa jambe en avant. Boum, des stries partout. La scène était désormais prête pour l'un des concours de Mister Olympia les plus excitants et controversés de l'histoire. La question était de savoir si la controverse et le nuage sombre de l'affaire de Sydney
allait ressurgir un an plus tard à Columbus, Ohio. Après le fiasco de l'année précédente, il y avait une tension palpable au début du jugement final. Tout d'abord, on annonça que Jusub Wilkoch était classé 6e. Le champion en titre du Mister Univers professionnel faisait ses débuts à l'Olympia, et il était en très bonne forme. Tout le monde attendait ce classement, il n'y eut donc pas de surprise, seulement quelques applaudissements timides d'un public anxieux. Mais ensuite, lorsque le favori des fans, Padilla, fut appelé à la 5e place, de l'alcool fut lancé des gradins, forçant le présentateur à attendre que le calme revienne dans l'auditorium. Lorsque le nom de Roy Callender résonna dans tout le bâtiment pour la 4e place, tout le monde comprit que Franco était, d'une manière ou d'une autre, entré dans le top 3, et les cris d'insultes envers les juges commencèrent, tandis que les huées atteignaient un nouveau sommet. L'hostilité dans la salle culmina lorsque Tom Platz apprit son sort, finaliste à la 3e place. La majorité de l'audience se leva, huant et criant à plein poumon face à l'absurdité de la décision. Et lorsque le moment arriva d'annoncer le 2e, Chris Dickerson se retrouva à revivre les événements de l'année précédente. À ce moment-là, les gens commencèrent à jeter des objets, des pièces qui rebondissaient sur le bord de la scène, jusque sur la table des juges. Quand Ben Wider leva les bras de Franco au-dessus de sa tête en signe de victoire, ni Arnold ni Joe Wider n'osèrent monter sur scène, ni s'approcher de la foule frénétique de fans en colère. Olympia à Londres. 3 semaines avant le show, je m'entraînais intensément. Et mon bras, mon biceps s'est rompu, arraché de l'os. Mais lors de l'Olympia 82 à Londres, ça commençait à se voir. Je pouvais encore le cacher, personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Mais j'ai fait l'erreur de le dire à quelqu'un. Je l'ai dit à Arnold. Et Arnold l'a dit au juge. Et ce juge l'a dit à un autre. Il décida de revenir plus fort en 1984, mais cela ne se passa pas comme prévu. Ses jambes énormes semblaient encore plus grandes que jamais, déséquilibrant davantage ses proportions. En plus, son biceps blessé paraissait toujours plus petit que l'autre bras. Tom était clairement l'un des favoris du public, mais ses plus beaux jours sur scène semblaient hélas derrière lui. Lors du Mister Olympia de 1984, la 9e place fut occupée par le concurrent numéro 5, Tom Platz, avec une récompense en espèces de $100 000. Le Mister Olympia de 1985 n'était plus un événement à $1000, mais une compétition prestigieuse réunissant les meilleurs culturistes du monde, avec un nouveau record de 24 concurrents. La star montante Lee Haney, vainqueur de l'année précédente, était là, ainsi que des gars comme Albert Beckles, Mohamed Maoui et Rich Gaspari. La compétition était trop rude pour Tom, qui, à cause de sa blessure persistante, termina 7e, ce qui représentait une amélioration par rapport à l'année précédente, et il était évident que sa carrière de culturiste touchait à sa fin. Voici comment feu le journaliste Peter McGuff, qui assista au Mister Olympia 1986, décrivit la performance de Tom ce soir-là dans l'un de ses articles. Lors du préjugement, chacun de ses mouvements menaçait de faire trembler les fondations du Veteran Memorial Auditorium, et lorsque vint le moment de poser de nuit, l'hystérie pure s'empara de la salle. Avec les accords familiers de Ride Like the Wind, Tom entra sur scène, puis après 1 minute, se mit à genoux dans sa pose de penseur, au moment où la musique passa au rythme percutant de Twist and Shout des Beatles. Avec les cris gutturaux de John Lennon, les Eaglemania succéda à la Beatlemania, lorsque Tom sauta du podium jusqu'au bord de la scène, frappant le public avec chaque pose du répertoire, et même des poses inédites. Après 3 rappels, ce n'était pas une exhibition, rappelons-le, mais bien un concours. L'aigle s'envola, laissant un public repu et à bout de souffle. Jamais on n'avait vu ni entendu une chose pareille. Malgré l'accueil de loin le plus enthousiaste de la soirée, Tom termina finalement 11e. Et à ce moment-là, personne ne savait que ce serait sa dernière participation au Mister Olympia. En 1987, Tom tenta d'obtenir une place dans les 3 premiers lors des championnats professionnels de Détroit pour se qualifier au Olympia de cette année-là. Cependant, il termina 6e dans une compétition remportée par Mike Ashley. Ainsi s'acheva la carrière de l'un des culturistes les plus intenses et charismatiques de l'histoire. There was a time when you get real depressed. When you lose something that was so important to you, and it was a personal choice, but it's time to get out. Nobody said retire. I chose to retire. But it was time. Every decade, a new generation of guys come up,
like, it's time to get out. I could not do what I do if it wasn't for me getting the energy from you. I just want to say thank you for giving me the energy. I mean, I can be, you know, feeling sort of out of it, you know, sort of tired. But when you get up here, it's all of a sudden something happens inside you. Mr. Lex, Tom Platz. In a way, it's like my religion. You know, this is what kept me alive. The gym always saves you. You notice that? The iron always saves you. In bodybuilding, you can't think about the money. You think about the heart, the passion, the love, the commitment, and the energy you're willing to put into it. That close to death, even willing to die to get it. When I was a little kid, I promised myself that I would never leave the gym a loser. You fucking promised yourself to be the best fucking person you can be. That's what makes you train. That's what makes us grow. Nobody fucking knows the secret.